Nous recevons aujourd'hui Camille Lacour, grand nageur français qui nous a fait rêver dans les bassins pendant de nombreuses années, quintuple champion du monde et quintuple champion d'Europe. Il nous fait l'honneur d'être notre invité dans Haut Niveau. Bonjour Camille. Salut Sandy. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Je suis ravie de t'avoir dans ce podcast. Alors Camille, j'ai essayé de préparer une bio. Il y a énormément de choses, donc je vais essayer d'être un peu concise. Tu es né le 22 avril 1985 à Narbonne, de deux parents facteurs qui t'inscrivent à la natation à 5 ans. Ton premier coach n'est autre que Richard Martinez, qui t'emmène en pôle espoir à Font-Romeu à 16 ans. 2 ans plus tard, en 2003, tu remportes 2 titres de champion de France lors de ta dernière année parmi les juniors. C'est en 2005 que tu obtiens tes premières récompenses au niveau national en senior en montant à 2 reprises sur la 3e place du podium au championnat de France à Nancy. Tes performances combinées à ton jeune âge font alors de toi l'espoir français du dos. En 2006, tu romps ta collaboration avec ton entraîneur de toujours et rejoins alors le prestigieux groupe chapeauté par Philippe Lucas à Canet-en-Roussillon, aux côtés de la tête d'affiche de l'époque, Laure Manodou. Ta charge de travail est alors sensiblement augmentée, mais ça paye. Tu améliores tes records personnels et tu te qualifies pour la première finale internationale à Rome, en Italie. S'ensuit une carrière enviée de tous, 5 titres de champion du monde, 5 titres de champion d'Europe. Tu mets un terme à ta carrière le 30 juillet 2017 à Budapest, après ton dernier titre de champion du monde. Aujourd'hui, tu es consultant télé pour plusieurs chaînes. Lors des plus grandes rencontres internationales, tu as écrit un livre et tu es conférencier pour de grandes entreprises, toujours très actif. Camille, en t'invitant dans ce podcast, je t'ai demandé de réfléchir à 3 dates qui ont marqué ta vie et ta carrière, qu'elles soient positives ou négatives. Les 3 dates qui font Camille Lacour. Elles sont venues rapidement, ces 3 dates ? Alors, pas forcément, parce que c'est déjà une question qu'on se pose pas forcément, de se décrire en 3 dates. Mais c'était surtout que j'avais pas envie de me tromper. Il fallait vraiment que ça définisse un moment, une ambiance et une philosophie de vie. Ça a plusieurs fois changé pendant ma vie. Voilà, ça a été un peu ça de trouver les bonnes dates pour vraiment appuyer là où je voulais aller. Parfait. Tu voulais construire une sorte d'évolution finalement de vie. Ouais, un petit peu, parce que je pense que c'est aussi ça d'être sportif de haut niveau. Alors, on va se poser sur une ligne chronologique imaginaire. Où est-ce qu'on se situe dans ta vie ? C'est quoi ta première date ? Alors là, on se situe en 2 août 2009, donc c'est mes premiers championnats du monde toutes catégories. Ça fait 1 an que je suis au Cercle des nageurs de Marseille. Et c'est la première année où vraiment j'ai une philosophie de vie de sportif de haut niveau. C'est-à-dire que je finis 5e au championnat du monde. Et c'est là où je vois que j'ai un vrai potentiel. C'est-à-dire que je sais que je peux être encore meilleur. Je ne sais pas jusqu'où, mais je sais que 5e, ce n'est pas le meilleur résultat que je peux avoir dans ma carrière. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se déclenche où j'ai vraiment envie de travailler à fond et d'aller jusqu'où je peux aller. Donc finalement, tu finis 5e, c'est bien, mais on voit qu'il y a du potentiel derrière. Donc tu te dis, il faut que je mette un gros coup de collier, je peux monter sur la marche, en tout cas la 3e, quoi. Elle n'est pas si loin. Elle n'est pas si loin. Et puis, la veille de cette date-là, c'était les demi-finales du 50 mètres d'eau. C'est-à-dire que je suis en 2e demi-finale et je fais un très bon temps. Et si j'avais été en première demi-finale, j'aurais eu le record d'Europe. Alors, simplement pendant quelques minutes, parce qu'il y a un autre nageur qui a nagé plus vite. Tout ça, c'est des choses que moi, j'imaginais même pas. Et en fait, de regarder des temps et de dire, mais en fait, j'avais le niveau pour être recordman d'Europe. J'avais le niveau pour être dans les meilleurs mondiaux. En fait, ça déclenche quelque chose parce que j'avais même pas imaginé que je pouvais un jour nager dans ces sphères-là. J'ai vraiment décidé de vivre natation à ce moment-là et de devenir un vrai athlète parce que c'est pas que faire des longueurs, c'est vraiment s'investir à 100% sur l'hygiène de vie, sur la façon de dormir, c'est sur les sacrifices. Alors moi, je préfère utiliser le mot choix parce qu'en fait, le sacrifice, c'est un peu la connotation négative. Quand on décide de faire du haut niveau, en fait, de se lever à 6h du matin pour prendre un petit déj équilibré, c'est plus un sacrifice, c'est un choix. Et en fait, on sait qu'on a besoin de ça pour réussir, pour accéder au plus haut niveau. Et je suis devenu maître de ma vie, en fait, à ce moment-là, quand je me suis dit, mais il y a quelque chose qui peut être beau. Je peux peut-être aller chercher une médaille, je sais pas jusqu'où, mais en tout cas, ça peut être sympa. Cette 5e place, tu as 24 ans et là, tu te dis, OK, j'ai le potentiel pour être pro. Parce qu'avant, c'est pas ce que tu pensais ? Non. Tu le faisais pour t'amuser ? J'ai toujours eu des étapes comme ça où j'ai commencé un peu à me prendre au sérieux grâce aux phrases des autres, en fait, souvent. Mon premier record de France, c'est un de mes potes qui me dit « Tu viens d'avoir le record de France ». Je savais même pas que c'était le record de France. Là, quand je fais 5e au championnat du monde, c'est Nelson Montfort qui me dit « C'est fantastique ». Et moi, je lui réponds « Ouais, par contre, je reviens l'an prochain et je serai vraiment dans les meilleurs du monde parce que je sais que je suis pas au bout de mon histoire. » Et je tourne les talons et je m'en vais et je l'entends dire « Mais vous êtes déjà dans les meilleurs du monde ». Et je me dis « Putain, c'est vrai, je viens de faire 5e quand même, c'est propre ». Et là, quand j'arrive dans le coin des coachs, le coach me check et me dit l'an prochain, on va faire ci, on va faire ça. Je dis non, déjà, on va prendre des vacances.
Et j'y ai l'an prochain, on va parler, mais à froid, pas maintenant. Ça sert à rien d'analyser, on n'a pas assez de recul. Et j'y par contre, en septembre, ouais, on va faire des grandes choses et on va dominer le monde, quoi. Et je rigole en disant ça, il me dit OK. Et en septembre, on a mis un plan en place, on est arrivés tous les deux avec notre plan. Il était quasiment similaire. Et puis, effectivement, en 2010, c'est vraiment l'année de l'explosion où je fais triple champion d'Europe avec le record d'Europe. Et surtout, c'est les seules courses où, au bout de 10 ou 15% de la course, je sais que je vais la gagner, quoi. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, c'était en 2010, où je maîtrisais vraiment mon sujet de A à Z, aucune pression négative, j'étais totalement méconnu. Et je pense que j'ai donné cette date parce que c'était le début de ma carrière. Voilà. Il n'y avait pas encore de médaille, mais je savais que c'était... le début de quelque chose. Voilà, je savais que j'en trouverais une porte qui allait être cool. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a changé justement après ces vacances-là? En septembre, tu mets quoi en place pour les sportifs qui nous écoutent? Je décide d'arrêter de me cacher derrière des excuses. J'ai toujours été un épicurien, donc il y a quand même quelques soirées sympas, des bons restos avec des amis et tout ça, mais ma philosophie de vie est tournée vers la natation, c'est-à-dire que j'arrive tout le temps une demi-heure avant l'entraînement pour faire des exercices pour pas être blessé. J'ai raté aucun entraînement cette année-là. J'étais tout le temps dans le positif, je travaillais vraiment intelligemment. J'étais vraiment dans un mood où tout se passait bien, je savais pourquoi j'étais là et je voulais vraiment aller voir jusqu'où je pouvais aller. J'étais en train de faire de l'expérimentation et c'était génial, quoi. On s'était régalé cette année-là. Et quand j'arrive au championnat d'Europe, ça explose parce qu'il y a tout qui est aligné. Et quelques semaines avant, je sais déjà que normalement, si je fais pas d'erreur, je sais que je vais gagner les championnats d'Europe parce que je me sens trop bien et posé dans une technique de nage quasi parfaite, quoi. Alors, quelle est la deuxième date qui marque ta vie ou ta carrière? Alors, la deuxième date, c'est les JO de Londres, 30 juillet. Et c'est le plus gros hypercut que j'ai pris dans ma face, dans ma carrière. Je suis champion du monde en titre. Et je finis 4e aux Jeux Olympiques. Donc, la plus grosse déception de ma carrière. Tu arrives très confiant? Pas du tout. Comme en 2010? Non, je crois qu'on ne peut pas se mentir sur le travail. Et justement, ce qui est dur dans cette défaite, c'est que toute l'année, je suis allé voir mon entraîneur en lui disant je suis pas assez fatigué. Ça fait 5 ans que je vois pas la fin des films quand je me couche, donc c'est pas normal que cette année olympique, j'arrive à le faire. D'accord. Et mon entraîneur me disait non, mais t'inquiète pas, avec tout le travail qu'on a fait, on n'a pas besoin de travailler autant cette année. Dans les plans, c'était possible, mais moi, je le sentais pas. Et quand on est arrivé proche des Jeux, on a vu qu'il nous manquait quelque chose. Et en fait, tu savais pas quoi? Non, si, il nous manquait du travail. On n'est pas allé assez loin dans la fatigue, on n'est pas allé assez loin de repousser vraiment nos limites. En fait, c'est ça notre objectif tous les jours, c'est d'avoir des courbatures plus puissantes que la journée précédente. Et là, oui, mais il ne faut pas arriver non plus à l'échéance en étant fatigué. Donc, en fait, ça, c'est le rôle des entraîneurs et des coachs de bien faire les curseurs pour que tu sois au pic de ta forme quand tu arrives. Mais toi, tu étais vraiment loin de là, quoi. Ouais, en fait, 4 ans avant, l'entraîneur Romain Barnier, il avait surentraîné ses nageurs, en fait, pour les Jeux de Pékin. D'accord. Et ils étaient arrivés justement encore fatigués parce qu'ils avaient trop travaillé dans la saison. Et je pense qu'il a fait un petit blocage sur les Jeux. Et pour Londres, il avait peur de refaire la même erreur. Donc en fait, il est parti un peu de l'autre côté. Après, moi, j'y en veux pas du tout parce qu'il avait ses convictions et puis ça arrive, il est humain et franchement, il y a aucun souci là-dessus. Mais je m'en veux à moi en fait de ne pas avoir pris la décision de changer de groupe. Et en fait, j'ai été arrogant. C'est pour ça que je m'en veux. C'est-à-dire que je me dis même si je suis pas sûr, je pense être assez fort pour quand même aller chercher une médaille ou un titre. Tu as déclaré que suite à ça, tu t'es senti très seul et tu as passé vraiment des moments douloureux. Tu parles même de burn-out, tu en parles ces derniers temps dans les médias. Raconte-moi l'état d'esprit juste après, peut-être les premières minutes ou alors peut-être le lendemain. Les premières minutes, j'avais vraiment l'impression d'avoir pris un KO, vraiment. J'arrêtais pas de regarder le chrono en me disant non, c'est pas possible. Et puis surtout, c'était une mauvaise course, c'était mal fait, c'était arrogant dans la préparation, c'était arrogant dans la course et il n'y avait rien qui était juste, quoi. Et à l'arrivée, il y a tout qui tombe et je me dis, mais ouais, en fait, tu as voulu créer une performance d'un tel niveau sur quelque chose qui était faux. Tu t'es menti à toi-même, tu as menti à tout le monde. Et là, en fait, on prend tout dans la gueule. Il y a d'abord l'épreuve des médias, quoi. Parce que quand on sort, ça fait partie du jeu et je suis pas quelqu'un qui va botter en touche, ça fait partie du game. Ouais. Quand on gagne, ça fait plaisir, ouais. Et puis en plus, les gens adorent nous écouter. Quand on perd, ils veulent aussi savoir le pourquoi. Ouais. La chance que j'avais, c'est qu'Yannick Agnel avait gagné une demi-heure avant le 200 mètres nage libre, il était champion olympique. Donc je savais que moi, ça allait passer assez rapidement et qu'ils allaient quand même rester. J'allais avoir mon petit article de la mort où ils allaient dire que j'étais un loser, mais que ils allaient quand même mettre en avant Yannick et son titre. Donc je me dis, allez, je passe. Et une fois que j'ai fini tous ces médias, c'est vrai que là, c'est le moment où je lâche un peu. Et c'est la première fois que je pleure pour la natation, en fait, où je me dis, merde, je serai certainement jamais champion olympique. J'ai déçu tout le monde en plus de moi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a vraiment
un poids qui me pèse sur les épaules. J'essaye de le mettre de côté très très vite parce que j'ai le relais à la fin du week-end. Un relais qui est compliqué pour aller chercher une médaille, mais par contre pour aller chercher une finale, c'était carrément jouable. Donc j'essaye de le mettre de côté et de me dire ok, on va faire le relais et puis après le relais, on pourra se morfondre et reconstruire pour l'après, quoi. Et il s'avère que pendant le relais, je nage un temps qui m'aurait permis d'être vice-champion olympique. Et on finit 9e en plus, donc on va même pas en finale olympique. Donc une belle semaine compliquée à gérer émotionnellement. Ouais. Derrière, j'ai même pas envie de rester la deuxième semaine aux Jeux olympiques, parce que en plus, ma compagne de l'époque, elle était enceinte de 8 mois, donc on savait que ça allait pas arriver, mais j'avais pas envie de rester aux Jeux. Et elle me dit, par contre, non... tous tes potes de Marseille m'ont trop parlé de la deuxième semaine des Jeux. Tu restes, tu sors, tu vas faire la fête, tu commences ton deuil, mais tu vis les Jeux, quoi. En fait, si tu rentres maintenant, en plus de ramasser, dans quelques années, tu vas être triste de ne pas avoir vécu cette deuxième semaine. Donc pour ça, franchement, elle a été... C'était un bon conseil. Ouais, c'était un super conseil. J'ai un peu subi cette deuxième semaine quand même. Il y avait vraiment des moments d'euphorie, des moments vraiment très très durs où je me retrouvais seul dans le village olympique à marcher. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre ça? Après, je repartais un peu. C'était vraiment... très étrange, des choses que j'avais pas forcément connues. Et puis après, quand je suis rentré à la maison, quand la flamme s'est éteinte, il y a eu vraiment comme si je montais sur une luge et que je commençais à descendre vers les ténèbres. Les ténèbres, ouais, le côté un peu dark de la santé mentale. Oui. Et quand j'arrive à Marseille, je me dis, bon, j'ai le droit d'être malheureux, en fait. Ça fait 10 ans que je suis sportif, que je progresse tous les ans, que je suis vraiment de plus en plus professionnel. Là, ça a raté, c'est pas grave, j'ai le droit de me morfondre un petit peu, quoi. Il y a des moments qui sont un peu plus compliqués, mais il y a seulement vraiment ma compagne du moment qui le voit et qui se dit elle aussi, il a le droit, enfin, ça arrive, mais qui ne voit pas vraiment jusqu'où ça va. Ouais. Et puis même moi, je pense que je ne m'en rends pas vraiment compte. Et un jour, c'est la dernière échographie, celle des 8 mois. Et j'ai toujours rêvé d'être papa. Enfin, c'était vraiment depuis tout petit, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, moi je dis je voulais être papa. C'était vraiment un rêve. Et donc cette échographie des 8 mois, je me dis c'est le jour où j'arrête de morfondre, quoi. J'avais mis un réveil à 9h30 parce que j'arrivais pas à dormir la nuit, donc je dormais super tard le soir. Je me lève, je prends une douche, je me rase et je vais chercher le pain au chocolat pour ma compagne. Et en fait, c'est la première fois que je le fais où je le vis, le moment présent. Et je me dis ok, c'est bon, c'est pas gagné, mais ça avance, quoi. Et donc je vais voir l'échographie, j'entends les battements du cœur de ma fille et tout, donc ça me relance. Et en fait, à partir de là, je me suis refixé des tout petits objectifs, c'est-à-dire le réveil tous les matins à 9h. C'était d'aller marcher pour aller chercher la petite baguette de pain, essayer d'aller boire un café avec un pote. C'était des choses qui étaient vraiment pas compliquées, mais de retourner dans le vrai monde et de rekiffer un peu tout ce qui se passait autour de moi. À partir de là, j'ai commencé à réussir à m'en sortir et c'est bien des années après que j'ai mis le mot burn-out. Enfin, c'est même pas moi qui l'ai mis, en fait. On l'a mis pour moi. Et moi, je disais que ça a été un moment difficile. Alors, ça peut être un burn-out, ça peut être une petite dépression. Je pense qu'il y a un peu de tout ça dedans. Mais en tout cas, j'en ai parlé parce que je sais que ça peut arriver à pas mal de monde et que je l'ai digéré. Je sais que ça fait du bien aussi à des gens d'entendre que ça peut arriver à des champions de sport. Ouais. Donc voilà, j'essaye d'en parler humblement et modestement d'essayer d'aider par mon expérience. La santé mentale, ça a toujours été un peu tabou chez les sportifs parce que pour nous, vous êtes un peu imbattables. Vous êtes des forces de la nature, vous êtes des forces mentales, vous vous relevez, même avec l'échec, ça vous fait grandir. Mais justement, la santé mentale, c'est Simone Biles qui en a parlé parmi les premières, donc la gymnaste, ensuite Naomi Osaka en tennis, et puis en natation, il y a aussi des épisodes dépressifs par Phelps, même Thorpe et Lochte à l'époque. Et c'est hyper important puisqu'on vous idéalise énormément et en fait, vous êtes des êtres humains avant tout. Mais est-ce que tu n'étais pas entouré par le corps médical, ou en tout cas ton coach mental de l'époque? Tu n'es pas allé le voir? Tu n'as pas essayé de parler de ça? Ah si, j'étais super entouré. J'avais. Ah oui, mais tu te sentais seul. Ah mais j'y allais même pas. En fait, j'ai cette image de moi au fond d'un puits. Et en fait, pas envie de lever la tête. Mais si je levais la tête, il y avait des dizaines de mains qui m'étaient tendues. Il y avait mes parents, il y avait ma compagne, il y avait mon préparateur mental, il y avait mes amis, il y avait mon agent. Il y avait énormément de gens qui étaient là pour me soutenir. Mais en fait, à un moment donné, on a envie de rester, de se morfondre sur soi-même en disant, en fait, on a aussi besoin peut-être de trouver des réponses, de se dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup de repartir? Parce que moi, quand je suis rentré... T'avais pas repris la nage. Et là, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Donc, il y avait beaucoup de questionnements, j'imagine. Ouais. Et surtout, quand je reviens de Londres, j'ai pas envie de tomber dans ce mood super négatif et tout. Je me dis juste, la première phrase que je me dis quand j'arrive à la maison, c'est OK, dans 4 ans, je serai champion olympique, quoi. Et je me la répète pendant quelques jours, jour et nuit, en fait. Et, comme un mantra, quoi. Et le moment où tu te remets dans un bassin, tu reprends un peu de plaisir ou pas?
J'ai laissé volontairement beaucoup de temps. J'avais prévu début décembre, début janvier, je savais pas trop. Il y avait les championnats de France, petit bassin. Je voulais les faire un peu à la cool, avec les interclubs, vraiment en ayant nagé quelques fois avant, mais sans prétention de résultat. Et j'ai commencé à réavoir envie de nager. Et je me suis dit, je nagerai pas en décembre, en fait. J'aurai vraiment les dents qui rayent le parquet en janvier quand je reviens. Et je saurai pourquoi je reviens. Et j'ai attendu longtemps, comme un lion en cage. Et pour que le manque en fait explose et que tu te dises ok ça y est pour moi en être je suis vraiment revenu. sûr, Ouais, parce que j'étais tellement loin quelques mois avant que je me dis il faut vraiment qu'il n'y ait pas de doute en fait. Si à un moment donné quand ça monte et qu'on voit que c'est juste un grand feu de paille, il faut que je me pose les bonnes questions parce qu'il est pas, enfin voilà, j'ai pas envie de repartir dans ce mood où plus rien ne va parce que je suis papa aujourd'hui et je suis tellement heureux, donc il faut vraiment être sûr de partir là-dedans. Et ça a été clairement le cas. Donc en janvier, je suis retourné dans les bassins. Ça faisait 6 mois quasiment que j'avais absolument rien fait. En tout cas, vraiment aucune activité physique. Et donc quand je suis retourné et puis ça, on en janvier, sait que ça vous crée quand même des endorphines. C'est des drogues douces finalement de s'entraîner comme ça tous les jours. Et puis du jour au lendemain, t'arrêtes ça. Il devait y avoir vraiment un vrai gouffre aussi au fond de toi, quoi, d'arrêter ce pic d'endorphines et d'adrénaline que t'as. il y avait un trou. Alors je sais pas si c'était à cause de ça, mais d'un côté, ça a été aussi un objectif quand je suis revenu en janvier. Je savais vraiment pourquoi j'étais là et je crois que ça a été une force après pour aller reconquérir d'autres titres. Tu savais, tu voulais quoi? Je voulais regagner. En plus, il y avait Jérémy Stravus qui a été mon meilleur ennemi pendant toute ma carrière. On avait été champion du monde ex-aequo en 2011. Je me rappelle bien. Et en décembre 2012, donc après les Jeux, il fait les championnats d'Europe en petit bassin et il bat mon record d'Europe du 100 mètres d'eau et du 50 aussi, je crois, les deux. Et, ça te met la niaque? Ouais, en plus, dans les interviews, il dit c'est normal que c'est moi qui le récupère, c'est moi le plus fort. Et j'étais devant ma télé, mais un lion en cage, vraiment. Et je dis, mais quand je reviens, je vais le tuer et tout. Et en fait, quand je suis revenu, je suis arrivé avec une envie de me découvrir encore, d'aller encore plus loin et d'aller chercher des titres et de plus faire ce péché d'arrogance que j'ai vécu à Londres et de vraiment nager à mon 100% et on verra ce que ça donne. Et c'est ce que tu as fait les autres années de ta carrière, jusqu'en 2017? 2013, il y a 2 titres de champion du monde. 2014, une blessure. 2015, il y a 2 ou 3 médailles au championnat du monde. Il y a le 2016 où justement la mère de ma fille décide de se séparer. Donc là, ça a été un petit peu plus dur. J'avais dit dans les médias, je suis un peu deg qu'elle me quitte l'année olympique. Voilà, parce qu'on peut être un très bon champion quand on n'est pas bien dans la vie perso, ça marche pas. Et là, ça a été dur pour moi. Après, c'est la vie. Hein. Je pouvais pas lui demander de rester simplement pour mes objectifs olympiques. C'est comme ça. Et de finir sur 2017 sur un autre titre, c'était vraiment cool de finir comme ça. Justement, les semaines qui suivent ta retraite, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu te sens? Après Budapest en 2017... Tu es champion du monde et tu te dis... comment tu prends la décision d'arrêter? Ça fait déjà 2 ans que j'ai annoncé, en 2015, ils annoncent les championnats du monde en 2017 à Budapest et mes premiers championnats où j'ai gagné des médailles, c'était à Budapest en 2010. Donc la boucle aurait été bouclée, quoi. Exactement, c'est ce que je me suis dit et j'avais envie de finir là-dessus. Et les premières semaines, déjà, je me dis, j'ai fait une formation pour être conférencier, donc je balaye cette petite mort du sportif, moi je l'aurais pas. D'accord. Et après ces quelques semaines, en fait, je me fais rattraper très vite par cette petite mort du sportif. Bien Parce sûr. qu'en plus, Elle dans est le un peu déni, inévitable. ouais, elle est inévitable. Et je crois qu'on parle beaucoup de santé mentale sur notre génération parce qu'on a été peut-être les premiers sportifs à être vraiment professionnels dans des sports qui ne l'étaient pas forcément avant. Et donc, on a vécu cette petite mort du sportif violent et aujourd'hui, on peut vraiment en parler. Donc, moi, je m'attendais pas du tout à vivre ça. Je m'attendais à avoir le manque de sport, à avoir le manque d'esprit d'équipe, de tout ça, mais pas du tout de devoir reconstruire une personnalité parce que quand on est sportif de haut niveau, il y a tout qui tourne autour de nous. Tous les gens qui gravitent autour de nous veulent qu'on réussisse. C'est-à-dire que le coach, si on réussit, il gagne aussi, le préparateur mental, le préparateur physique, l'agent, bien plus que tous les autres. Donc, en fait, tous les gens veulent que notre bien. Quand on sort du sport de haut niveau, c'est plus du tout la même chose, quoi. Et déjà, on sort du monde de bisounours souvent avec violence. Et en plus de ça, on se rend compte que le personnage qu'on s'est forgé quand on est sportif de haut niveau, qui est assez égocentré, assez égoïste, ça marche plus dans la vraie vie et que ces valeurs qu'on dégage dans le sport et qui paraissent être les bonnes, on se rend compte, en tout cas moi je me suis rendu compte qu'en tant qu'être humain et papa, c'était des valeurs qui aujourd'hui ne me convenaient pas du tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je m'en rendais pas forcément vraiment compte, ça arrivait petit à petit, mais je me trouvais détestable, quoi. Et le problème, c'est que personne ne le dit. T'as des regrets de cette période-là, quand tu disais que tu étais détestable avant? Est-ce que tu aurais pu faire différemment? C'est ça aussi ma question. Est-ce que tu penses que c'est pas tout le système qui fait qu'on vous encense, vous êtes nos idoles et que vous pouvez que vous protéger peut-être un petit peu aussi de cette manière-là?
C'est drôle, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Quand on voit tout ce qui se passe, la société crée ces monstres-là en leur disant jamais qu'ils dépassent les limites. Je pouvais me permettre de dire des réflexions qui étaient pas drôles, qui pouvaient être méchantes, et tout le monde en rigolait, et personne n'osait me dire des choses. Et déclic qui se passe un jour où je suis au Chalet des Îles, donc c'est un resto comme son nom l'indique, sur une île. Et je suis avec un ami, Platoon, et on est en train de boire un verre, on est dehors tranquille, on est en pleine déconne, on est vraiment en train de se marrer. À cette période-là, on était... alors on se voyait un petit peu moins parce que il avait son activité professionnelle, mais ce jour-là, on était vraiment dans la connerie, et il y a une dame qui passe et qui cherchait son enfant, en fait. Vu qu'on est sur une île, elle était un peu en panique. Et elle me dit, je cherche ma petite fille ou mon petit garçon, je sais plus, qui a un kawaii rouge. Et nous, on était vraiment dans la connerie, et je dis, j'en ai vu un faire de l'apnée tout à l'heure, mais il avait un kawaii bleu, je crois. En fait, au moment où je le dis, j'étais papa déjà, hein, je me dis, waouh, c'est stupide ce que c'est violent. Ouais, et puis c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est stupide, c'est vraiment inutile. Enfin, et d'ailleurs, mon pote me dit, celle-là, non, franchement, passe pas, quoi. La meuf me fusille du regard, et elle m'insulte pas alors qu'elle aurait clairement pu, elle part. Et quand la dame repasse 10 minutes après avec son enfant, je vais m'excuser. D'accord. Je dis, je suis désolé, c'est vrai que ma vanne était clairement pas drôle, et je voulais m'excuser. Et là, elle me regarde, elle me met la main sur l'épaule et elle me dit, je vous avais pas reconnu, venant de vous, c'est drôle. Et je dis, non. En fait, non. Elle me dit, que je sois si. Camille Lacour ou pas, c'est pas drôle. Non, clairement. Ouais. Et en fait, je suis rentré chez moi le soir, et je me suis dit, donc en fait, tu peux te permettre tout ce que tu veux, les gens vont accepter parce que tu es un ancien champion, parce que tu dégages quelque chose où ils imaginent quelque chose de toi, ou je sais pas. Et là, je me suis dit, il faut que toi-même tu décides de changer, parce que sinon tu vas devenir le bof par excellence. Et à partir de là, j'ai commencé à vouloir vraiment devenir une meilleure personne, à me poser des bonnes questions. Et surtout, je voulais pas devenir cette personne-là, parce que je voulais pas être ce père-là. Je rêvais de pouvoir prétendre à devenir un peu plus féministe. Et là, j'étais trop loin des valeurs que je voulais défendre pour ma fille. Et je me suis remis à avancer sur une autre quête, mais il fallait détruire tout ce château de sable que j'avais fait en construisant Camille Lacour, le nageur. Ouais. Et il fallait que je construise Camille tout court. Je pense qu'il y a une rencontre qui a changé un petit peu ta vie et qui t'a aidé justement dans ce cheminement. Et il me semble que c'est ta 3e date, Camille. C'est la 3e date. Alors ça fait un peu neuneux, mais c'est la rencontre avec Alice. Quand on va bien et qu'on s'entoure bien, on a des bonnes personnes qui commencent à arriver. Et quand c'est le cas contraire, c'est pareil. On n'a que des gens nocifs autour de nous, et c'est un cercle négatif. Et je crois beaucoup au cercle vertueux aussi. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'enlève beaucoup de personnes, je prends des décisions, je reprends le sport. Il y a énormément de choses que j'essaye de changer. Et comme par hasard, je rencontre Alice à ce moment-là. Je pense que si je l'avais rencontrée quelques mois avant, elle m'aurait simplement dégagé très rapidement. Et là, elle voit qu'il y a un chantier, mais qu'il y a peut-être du potentiel à aller chercher. Et elle m'aide vraiment à sortir de ce personnage de gros bof que j'étais en train de me créer, que j'essayais justement que tu essayais de quitter. Ouais, que j'essayais de quitter. Et donc, ça n'a pas été facile, mais c'est vrai qu'elle m'a vraiment orienté sur des petites phrases, des petites choses qui, en parlant, je me rappelle d'une phrase où à un moment donné, elle me dit, mais t'es tellement pas gentleman, quoi, alors que je te vois avec ta fille et tout, mais avec moi, c'est horrible, quoi. T'es tout le temps à me mettre devant. Et à un moment, elle me dit, mais tu préfères qui entre Obama et Trump? Je dis, Obama. Elle me dit, pourquoi? Je dis, c'est la classe. Elle me dit, pourquoi c'est la classe? Je la regarde comme ça, il me dit, quand tu auras la réponse, tu me la donneras. Et donc je réfléchis, je dis, parce que, je sais pas, il met tout le temps sa femme en avant et tout. Et elle me dit, et toi, tu m'ouvres jamais la porte. Elle me dit, tu marches toujours un mètre devant. En fait, tu fais ton Trump et tu penses que tu vas dégager du Obama, quoi. Et là, je la regarde, je dis, waouh, la violence de. Déjà, elle m'a comparé à un Trump, c'est trop dur. Tu cherchais quelqu'un qui te disait la vérité. Je pense que tu avais trouvé la bonne personne. Et puis surtout, elle me disait pas ça pour être une princesse à qui on tenait la porte. C'était pour que je puisse me trouver, quoi. Aujourd'hui, tu es papa d'un petit Marius aussi, donc tu es papa de 2 enfants. Est-ce qu'ils vont faire du sport? Est-ce qu'ils vont faire du sport à haut niveau? Alors la grande, non. c'est Déjà, elle aime pas ça? Voilà. Ok. Clairement, cette année, elle m'a demandé d'aller à la piscine. Donc, je l'ai inscrit au cercle. J'ai dit, franchement, si tu t'inscris, il faut vraiment que tu y ailles toute l'année. Tu vas être dans le groupe compète, tu vas être dans le groupe machin. Elle me dit, non, je vais être dans le groupe compète et tout. Ah. Et pas du tout. Là, elle me dit, elle est en pleine croissance en plus, elle n'arrête pas de grandir. Elle est dans une école où il faut bien travailler quand même. Donc là, ça fait quelques semaines qu'elle y va plus. Elle me dit, on n'est plus obligé d'y aller. J'ai dit, si, tu vas y aller au moins une fois par semaine parce que tu t'es engagé, donc on tient notre engagement. C'est bien déjà. Mais par contre, l'année prochaine, ok, tu t'arrêtes, il n'y a pas de souci. Et je sais elle pourrait avoir le potentiel, elle a la coordination. Dans une piscine, elle a une glisse de fou et tout. Mais sa maman est ilienne aussi, elle vient de La Réunion. Donc c'est
pas trop sportif du côté de sa maman. Et peut-être que ma fille, elle a un peu pris ça. Je crois qu'elle aime l'activité physique, mais clairement pas le sport de haut niveau. Mais c'est pas pour te déplaire, parce que j'ai pas l'impression que tu as envie de les pousser forcément. Ah, de toute façon, je crois qu'il y a aucun champion que tu as eu la chance de rencontrer qui a été poussé par ses parents. C'est tellement dur. Au contraire, ça fait des dégâts, on le sait bien. Bien sûr. C'est tellement dur d'être sportif de haut niveau. C'est des choix, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est accepter ces sacrifices de vie. C'est vraiment trop compliqué. Si on les accepte pour que nos parents soient fiers de nous, clairement, on va dans une mauvaise route. Et en plus, c'est super violent. Donc, non, moi, j'ai juste envie que mes enfants soient heureux. Et si à un moment donné, le petit, il a envie de faire du haut niveau, je serai là. S'il a envie de faire autre chose que du haut niveau, je serai là aussi. Mais quand on a connu un petit peu le haut niveau, on sait que... Voilà, moi, j'étais très heureux quand j'avais une victoire de pouvoir rentrer chez moi et de boire une bière avec mon père. Ouais. J'étais très heureux après une défaite de pouvoir rentrer chez moi et de boire une bière avec mon père. Et j'avais pas envie qu'il me raconte les sensations qu'il avait vues sur moi dans une course. J'en avais rien à cirer. Je voulais juste mon papa et mes enfants auront la même chose, que ce soit professionnel, sportif ou quoi que ce soit. On a les Jeux Olympiques, l'événement planétaire à la maison dans quelques temps. Ça t'inspire quoi, les Jeux Olympiques à la maison ? Ça fait 100 ans qu'on les attend, ça va être une belle fête, non ? Ah, le rêve. Depuis l'arrivée de la flamme, là, on voit vraiment que... L'engouement, ouais. Et puis les Français, ça y est, commencent à prendre l'impact de cette fête du sport. Et puis, à l'image de la Coupe du Monde de rugby, on va être présent et on va vraiment être fiers de notre pays. Et j'en suis sûr, ça va être une grande, grande fête. Et surtout, il va y avoir un gros héritage, je pense, pour les futures générations. On amène de plus en plus les enfants à faire du sport. Et je pense que les Jeux Olympiques, ça va vraiment donner un nouvel engouement, justement, pour que les gens se bougent. Ouais, ça a été un peu le tsunami. Maintenant, il y a plein de petites vagues qui se déploient et je le vois. Moi, je travaille beaucoup sur le savoir nager pour que les enfants aillent à la natation et pour éviter les noyades. Et il y a énormément de choses qui sont mises en place. Alors évidemment, on verra les effets dans quelques années, mais en tout cas, ces Jeux Olympiques, ils vont être vraiment durables et c'est un des mots maîtres de l'organisation olympique. Donc, en plus de cette grande fête, on va mettre un pied dans le sport et je suis sûr que dans quelques années, on verra des bienfaits. Camille, on va se quitter sur un beau souvenir, puisque je vais te demander le plus beau souvenir des Jeux Olympiques en tant que spectateur. C'est lequel pour toi ? Alors, en tant que spectateur, c'était à Rio en 2016. J'avais la chance d'avoir des places pour le match de volley-ball. C'était Brésil-France. Ils sont numéro 1 et numéro 2 à la Ligue de volley et ils se rencontrent en quart de finale. Et l'ambiance est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est dans un stade de 20 000 places où il y a un brouhaha non-stop. Et puis nous, on est un groupe de Français en plein milieu des Brésiliens avec le maillot bleu, il n'y a que du jaune autour. Et dès qu'il y a un point, on crie sur tous les Brésiliens autour en mode « Wow, on va vous éclater !» Dès qu'eux, il y avait un point pour eux, c'est pareil. Et en fait, il y avait vraiment une énergie incroyable et surtout une énergie qu'on sentait sereine. C'est-à-dire qu'on se charriait, ça rigolait quand il y avait des beaux points, même si c'était pour le Brésil, pour la France, il y avait presque des Tchèques entre nous alors qu'on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. On a vibré comme des dingues. Alors malheureusement, les Français perdent de quelques points à l'arrivée, au 5e set, en plus un match de ouf. Quand on sort avec les Brésiliens, on est allé boire un verre. C'était juste, on avait passé un super moment. Il y avait autour de la passion du sport. C'était magnifique. Et puis, c'est ça les sports, c'est ça le jeu. On vit le moment présent et c'est magnifique. Bon, et on aura ça dans quelques semaines. Merci encore, Camille, d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et plein de belles choses pour toi et ta petite famille. Merci d'avoir écouté Haut Niveau, un podcast Chéri FM à retrouver sur le site chérifm.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est d'en parler autour de vous et de nous mettre des étoiles et des commentaires. Haut Niveau est un podcast Chéri FM, imaginé, écrit et animé par Sandy Ribert. À la direction des podcasts, Sarah Conan. À la réalisation, Geoffrey Boulet. À la rédaction en chef, Anaïs Kopman. Et à la production, Anne-Cécile Kiri, assistée de Marie Carrette.